on va commencer. Très bien, donc je vais vous parler des travaux que moi je vous propose sur le microbiote. Pour ceux qui connaissent mal l'ensemble de l'IHO, on a fait un supplément online qui date de août 2017 sur l'ensemble des activités que nous avons ici, et vous pouvez y accéder avec aussi bien c'est le meilleur journal de maladie infectieuse au monde, c'est pas mal, hein, là-dessus. Et aussi bien les aspects cliniques que les aspects diagnostiques que ceux de recherche fondamentale. Donc je vais vous parler de microbiote. Et donc vous avez quelques questions auxquelles vous devez répondre avant de commencer. Et si je suis un bon enseignant, en principe, vous devriez pouvoir y répondre à la fin pour ceux qui n'ont pas répondu au départ. Donc j'ai distribué les papiers, ça y est. Très bien. Alors, j'ai vu comme je suis compliant, je suis obéissant. Depuis que c'est toi le chef de l'unité, je suis devenu obéissant. C'est un changement de nature assez profond. Voilà. Le microbiote, alors on va commencer par le microbiote intestinal. Je ne sais pas si la plupart des choses que je vais vous dire ne sont pas exactes. Elles sont simplement, si vous voulez, ce que l'on croit à un moment donné. Parce que les outils que nous avons sont des outils qui sont très imparfaits et chacun des outils ne nous permet que de voir une partie de l'histoire. Et la plupart des outils qui ont permis de définir ça sont des outils qui méritent d'être révisés. Mais si vous voulez regarder, c'est la raison pour laquelle depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, on se rue sur les microbes, ça c'est ce que l'on croit. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est ce que l'on croit qu'il y a dans la nature. Vous voyez, on pense qu'il existe plus de 10 millions d'espèces bactériennes compte tenu de nos définitions actuelles. Alors nos définitions actuelles, basées sur le CESS, sont des définitions qui laissent supposer qu'il n'y a pas d'espèces bactériennes nouvelles depuis 50 millions d'années. C'est-à-dire que la définition d'une espèce maintenant basée sur le CESS, c'est pratiquement l'équivalent des mammifères. Donc c'est pas vrai, c'est une approximation. Et malgré ça, malgré le fait que ce soit des définitions très conservatrices, vous voyez, on considère qu'il y en a 10 millions, alors que nous en connaissons actuellement 15 à 20 millions. Donc vous voyez l'ampleur de ce qu'il y a à découvrir. On connaît probablement, basé sur ces définitions, à peu près 1 sur 1000 des bactéries. Bien entendu, elles ne sont pas toutes chez l'homme, hein, beaucoup sont dans l'environnement. Pour les archées, c'est pareil. On en connaît pas mal en réalité grâce aux gens de l'environnement. Plus de 10 000 espèces pour probablement 10 millions. Dans les eucaryotes, la situation est moins dramatique. Hein. Vous voyez qu'on connaît probablement 10% d'après nos connaissances des eucaryotes. Dans les animaux, on connaît aussi à peu près 10%. Bien sûr, les vertébrés, on en connaît 65%. Il y en a encore à découvrir, hein. Mais moins. Pour les plantes, on considère qu'on en connaît la moitié, ce qui est peut-être excessif. Vous voyez que pour les champignons, c'est un peu intermédiaire avec les microbes, parce que les champignons macroscopiques, on les connaît, on les décrit depuis longtemps. En fait. Tout ce qui est microscopique, bien entendu, c'est plus difficile, et phénotypement plus difficile. Donc ça veut dire, et alors vous voyez en face tout le nombre de virus prédits par rapport à ça. C'est monstrueux. Donc il faut partir de cette idée générale qui est que nous sommes très ignorants du monde qui nous entoure. Alors on l'est moins maintenant que ce qu'on l'était avant, mais on reste très ignorant du monde qui nous entoure, et donc il faut être très prudent avant de faire des grandes généralités à partir de ça. Donc si on regarde le microbiote chez les humains, il y a quelques éléments qui sont assez peu contestables, en particulier pour le microbiote digestif. Depuis longtemps, c'est-à-dire depuis Metchnikoff, de manière très intéressante, c'est celui qui a inventé l'immunologie. Et il a inventé deux choses dans l'immunologie. Il a inventé la phagocytose et il a inventé le microbiote. Alors, Oleg est tout content parce qu'on dit que c'était un russe. Mais en fait, il est venu en France. Après, il est comme toi, il était devenu bon, surtout quand il est venu en France. Et il avait remarqué que les microbes pouvaient protéger contre la diarrhée. Et il pensait y compris que les microbes
a été associé avec une très grande longévité, ce qui lui a valu un succès populaire extraordinaire dans les journaux, etc., parce qu'il avait trouvé que les Bulgares qui mangeaient des yaourts, voilà, les yaourts bulgares, vivaient plus longtemps que les autres, et donc il disait c'est les yaourts qui les protègent. Et il a montré vraiment que les ferments qu'on trouvait dans les yaourts protégeaient contre les diarrhées. Donc ça, c'est établi depuis longtemps, et on sait maintenant, pour Clostridium difficile, que si vous changez la flore microbienne, vous guérissez les gens. Donc la première donnée immunologique, donc c'est mon dada actuel, donc je le répète assez souvent, tant pis pour ceux qui l'ont déjà entendu, moi je pense qu'il y a 3 manières, et j'expliquais ça à Pierre Pontarotti, on ne peut pas comprendre mon approche fondamentale, ni l'univers, si on n'a pas compris ça. La première manière de lutter contre l'adversaire, y compris chez l'homme, c'est le cannibaliser, il faut le manger. C'est comme ça. Donc la plupart du cannibalisme n'était pas du tout un truc alimentaire, c'est arrivé quand il y a des grandes crises, mais c'était on mange le corps de l'ennemi pour pouvoir le reconnaître et le détruire. Et c'est globalement ce que font les microbes, c'est tout le système CRISPR, c'est le système mimivir que l'on a fait, on mange le microbe, on l'intègre, tous les rétrovirus, vous voyez, les rétrovirus comme le sida, eh bien, à la fin, c'est ce qui fait que les mammifères sont capables d'avoir un placenta, c'est parce qu'ils ont mangé des rétrovirus et qu'ils les ont intégrés. Et au départ, c'est pour empêcher l'infection par de nouveaux rétrovirus. Donc, ce mécanisme est un mécanisme essentiel. Et le mécanisme de défense, le deuxième mécanisme de défense, c'est l'exclusion des ennemis. Donc, c'est comme les humains ont fait, on les tue, on les mange pour prendre leur force, ou on les exclut, on les ostracise, et pour ça, on a nos amis qui sont notre écosystème, c'est-à-dire les millions de microbes que nous avons sur nous et qui les empêchent de venir nous coloniser. Et pourquoi? Eh bien, parce que les probiotiques sont en réalité ceux qui sécrètent des antibiotiques qui empêchent, et des antiviraux qui empêchent les microbes de s'implanter. Donc, et c'est seulement ultérieurement que les cellules humaines vont jouer un rôle dans l'immunité, mais les premières étapes sont celles-là. Il y a un point qui est incompréhensible chez l'homme pour l'instant, c'est qu'on pense qu'il y a 70 phyla dans la nature, et il n'y en a que 4, vous les mangez, encore, parce qu'ils sont à la nature. Vous les mangez, vous les avez. Il n'y en a que 4 qui restent. 5 si on tire un peu sur la serre. Pourquoi? Quelque chose qui est étrange. Il y a une suradaptation, une symbiose qui s'est faite sur des millions d'années entre nous et les microbes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, voilà, ça c'est faux. Ça fait pas très longtemps que je me suis rendu compte que c'était faux. C'est intéressant. Vous voyez, d'où viennent les microbes? Essentiellement de la bouche. Essentiellement. Et donc, ça commence dès la naissance, peut-être même avant, mais on peut manger de 10 puissance 6 à 10 puissance 11 bactéries par jour. Ça dépend de ce que vous mangez. En particulier, vous voyez, si vous mangez des yaourts, ça c'est un yaourt. C'est vivant, hein, c'est incroyable. Il n'y a que dans les matières fécales qu'on trouve autant de microbes que dans les yaourts. C'est une densité incroyable. Il y a 10 puissance 9 bactéries vivantes dans un yaourt. Et c'est ce qui empêche que ce soit contaminé parce qu'elles se disputent contre les autres, elles l'acidifient, elles sécrètent des bactériocines. D'accord. Et on a même fait, je ne l'ai pas dit là, mais on a même fait des yaourtogrammes, c'est-à-dire que si vous mettez un yaourt et que vous mettez les bactéries, eh bien ça inhibe la croissance des bactéries autour du yaourt. Donc le yaourt, c'est comme ça que ça marche, le yaourt. C'est pour ça que ce n'est pas contaminé. Et globalement, les aliments que vous mangez, avant qu'on ait la chaîne du froid, c'était soit la fermentation, par les levures qui font de l'alcool, qui tuent les bactéries. À partir de 10 degrés, il y a très très peu de bactéries qui poussent, comme Pamela le sait. Deuxièmement, la fermentation qui acidifie. Et puis troisièmement, les bactéries et les levures qui sécrètent des antibiotiques. C'est-à-dire que la pénicilline, c'est une levure qui sécrète ça. Alors, au fur et à mesure que l'on descend dans le tube digestif, il y a deux choses qui se passent. D'une part, au début c'est très acide, à la fin c'est neutre. Au début il y a beaucoup d'oxygène, à la fin il n'y a plus du tout d'oxygène. Et de fait, il y a de plus en plus de bactéries, et ces bactéries sont de moins en moins tolérantes à l'oxygène. D'accord? C'est ça ce qui se passe. Et donc ça, c'était le schéma général. Et puis récemment, j'y reviendrai, on s'est rendu compte que les patients qui sont HIV positifs ont une flore qui est différente. Ah, tiens, pourquoi il y a une flore différente? Après, on regarde, mais on avait pris les mauvais contrôles. Dans les patients qui sont HIV positifs, vous savez qu'il y a une surreprésentation des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, qui ont des rapports plus que les hétérosexuels, des rapports anaux. Et là, quand on compare le microbiote maintenant des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes avec les HIV positifs, ils sont pareils.
Donc c'est pas HIV qui change, c'est le fait d'avoir des... Et donc ça introduit une notion qu'on n'avait pas jusque-là, c'est qu'il y a une autre manière d'avoir du microbiote digestif qui est la voie anale. D'accord. Alors que jusqu'à présent, y compris moi, je n'ai jamais réfléchi, je peux vous dire, ça fait un mois que c'est écrit nulle part. Et on a une flore microbienne qui est d'origine externe et qui est passée par l'anus et qui se multiplie dans le rectum. Et pourquoi? Parce que les microbes qui sont là, manifestement, ne supportent pas le passage dans l'acidité et donc ils ne peuvent pas passer par la bouche. Donc il y a un changement métabolique qui est dû à une introduction, bien sûr. En réalité, le tube digestif, il a deux entrées. Alors, la recherche de microbes et de microbes différents peut se faire de manière culture dépendante et de culture indépendante. Nous, on a toujours ici privilégié la culture, on est des cultures, on est des gens qui cultivons. Les premiers travaux qu'on a fait ici, j'ai honte de dire ça tellement le temps a passé, mais moi j'ai ouvert ça en 83, et donc mon truc c'était de cultiver les bactéries les plus difficiles du monde, qui étaient les Rickettsia, et que ça laissait des traces, parce que je me suis dit, si j'arrive à faire ça, je pourrais faire tout le reste, ça sera facile. Voilà. Il faut commencer par le plus difficile, comme ça, le reste apparaît un jeu après. Il y a quelques rares témoins de ça qui se souviennent que c'était épique au départ. Mais si on regarde maintenant le microbiote, on va voir que nous, on a une approche différente qui a été due au fait que la renaissance de la recherche en microbiologie, qui a été très négligée pendant des années, pratiquement il n'y a plus de cultivateurs de bactéries depuis une vingtaine d'années. Les années évoluant. Et puis c'est passé sur la métagénomique. Mais la métagénomique, ça pose des tas de problèmes, c'est-à-dire on extrait les séquences et puis soit on séquence tout, soit on amplifie, c'est ce que les gens font plus fréquemment, on amplifie les gènes ribosomaux et on les séquence. La première chose, c'est qu'à peu près chacun, donc au début tout le monde était très content, le premier papier, ça date de 2006, c'est Gordon, il dit voilà, les obèses sont comme ça, les maigres sont comme ça, et les obèses, si on les met à origine, petit à petit, ils ressemblent aux maigres. Ah, c'est extraordinaire, merveilleux, c'était juste le rapport bactéroïdes, firmicutes, et puis jamais personne n'a jamais réussi à refaire ça. Et donc à chaque fois qu'on fait des études, y compris sur ce qui a été le plus travaillé de tout, c'est-à-dire l'obésité, en réalité on n'arrive pas à retrouver les mêmes choses. Et la raison c'est qu'il y a trop de variables, ça donnait une impression beaucoup plus scientifique, la métagénomique, que la culture. Mais il y a trop de variables. Une des variables que nous on a mis en évidence, c'est que si vous mettez si vous digérez les sucres avant de faire l'extraction de protéines, vous n'avez pas la même représentation des bactéries. Et là, vous voyez, par exemple, ce travail, eh bien, vous voyez que la méthode 5 là-haut, c'est celle où on a d'abord digéré les sucres, avant de digérer les protéines, avant de faire l'amplification. Et vous voyez que chaque méthode d'amplification vous donne un résultat différent sur la même cellule. Donc ça veut dire que peut-être que vous arrivez, et globalement on arrive à avoir une certaine reproductibilité dans le même laboratoire, parce qu'on utilise la même méthode d'extraction, mais si on change de laboratoire, on change de réactif, eh bien on a quelque chose qui est très différent. Ça c'est une histoire qui est merveilleuse qu'on a eue avec Mathieu Million et avec Bernard Lascola. On cherche un microbe qui infecte toutes les souris axéniques, en principe pour aucune bactérie, qui sont nourries seulement avec des produits qui sont passés à l'autoclave, qui ne sont pas censés être infectés, et en réalité, la plupart des souris de ce pays sont infectées parce que quelqu'un a eu la curiosité de regarder un gramme sur les selles et il a vu des microbes. Et donc, ils font du 16S, rien, ils essaient de le cultiver, ça ne marche pas, et donc ils nous écrivent, et nous, comme on avait une histoire merveilleuse de cette nature avec Bernard Lascola qui était qu'à la fin c'était un virus géant, on dit super, envoyez-nous ce machin. On nous envoie ce machin en microscopie électronique, vous voyez ce machin, en réalité, c'est une bactérie qui a la paroi la plus épaisse des bactéries qu'on connaisse. Et donc ça, on n'avait pas réussi à casser la paroi pour sortir l'ADN. C'est pour ça qu'on n'avait pas, pour ça qu'ils n'avaient pas l'ADN. D'accord ? Et puis, la culture, on a lancé les choses, et Bernard a eu l'idée de lancer ça sur quelque chose qui est enrichi en cystéine, et on a eu les colonies, et c'est un géobactère, c'est un groupe de bactéries qui sont très résistants aux radiations, résistants au chaud, qui sont passés à travers, avec la bouche, à travers l'autoclave, et qui ont contaminé, donc vous voyez que chaque écosystème permet un peu... Donc voilà, ça vous explique que les méthodes d'extraction puissent complètement échouer, et après il a fallu mettre une méthode d'extraction spécifique pour pouvoir séquencer cette bactérie. Il faut publier ça, Bernard.
La deuxième chose, c'est il y a un biais de profondeur quand vous vous intéressez aux bactéries dans le tube digestif, parce que dans le tube digestif, il y a probablement 10 puissance 10, 10 puissance 11. À l'époque, on disait 10 puissance 12, mais je pense que c'est 10, 11 bactéries. Et même si vous allez très profondément, c'est très difficile de descendre, d'aller jusqu'à 10 puissance 4 ou 10 puissance 3. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. C'est trop. Il faut faire des milliards de séquences. Et donc, ça veut dire que, en particulier pour les pathogènes humains, ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour quelque chose qui est aussi terrible que la typhoïde, par exemple, eh bien, par une méthode telle que celle-là, vous passeriez à côté. Nous, on a démontré ça pour Clostridium difficile, par exemple. Si vous faites ça pour Clostridium difficile, il y a un tiers des cas où vous ne trouvez pas Clostridium difficile. Donc, c'est moins sensible. Donc, ça vous donne une représentation de la population majoritaire extraite et séquencée. Donc, ça n'est pas le microbiote. C'est une partie, c'est un petit morceau du microbiote digestif. Et donc, on a décidé avec... et donc, parmi les différents éléments qu'on a regardés, il y avait celui-là. Nous, on avait commencé à faire du 16S, de l'identification par 16S avec Michel en cours. C'est un papier qui a été cité un millier de fois. C'est plus cité sur les papiers d'identification des bactéries par le 16S. Il doit avoir une bonne quinzaine d'années, quelque chose comme ça. On peut faire des PCR spécifiques. Donc on a des problèmes d'extraction, des problèmes des phylums rares. Par exemple, les archées ne sont pas amplifiés par les techniques d'amplification moléculaire que les gens utilisent, ce qui fait qu'ils peuvent passer complètement à côté. Quand on a commencé à travailler, nous, sur les archées, il y a un papier dans la nature qui disait « les humains portent des archées dans 30% des cas ». Ce qui est ridicule, parce que les gaz que vous émettez, je suis désolé de parler de ça, mais c'est du méthane, et ce méthane, il est fait par les méthanogènes, donc nous avons tous, les seuls qui n'en ont pas, c'est les gens qui ont un corps à corps, et ils en sont très malades de ne pas avoir de méthanogènes. Donc tout le monde a des méthanogènes, entre 5 et 8% de votre flore microbienne, mais si vous utilisez les outils qui ne vous permettent pas de le découvrir, eh bien, et les premiers outils, c'est avec Michel qu'on a publié ça, qui permettait de montrer que tout le monde avait des méthanogènes, c'est nous qui les avons mis en place. Donc, il y a un autre problème, c'est les bactéries mortes ou vivantes, et ça, c'est une chose qu'on a découvert assez récemment, c'est assez intéressant, en travaillant sur les bactéries que l'on ne cultive que sur le sel. On s'est rendu compte, et en comparant ça à la métagénomique, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui mangeaient beaucoup de sel, les Bédouins saoudiens, on a des prélèvements un peu partout, on fait le tour du monde avec les prélèvements, étaient par métagénomique pleins de bactéries halophiles, qu'on pouvait reconnaître, en particulier beaucoup d'allomonas, mais on ne les cultivait pas. Et en revanche, on avait quelques personnes en Arabie Saoudite, en particulier des obèses, et beaucoup de personnes au Sénégal, qui avaient des halophiles qui poussaient. Et la raison pour laquelle ils ont des halophiles qui poussent, c'est parce que leurs matières fécales sont salées, alors que normalement, les matières fécales ne sont pas salées. On ne sait toujours pas pourquoi. On imagine que c'est parce qu'ils mangent très salé, et que chez les Bédouins, probablement, il y a un recyclage du sel du fait de l'habitude ou de la vie en zone où l'eau est rare. Le sel est très recyclé par les urines et ne reste pas dans les sels. Donc ce n'était pas du tout connu, la salinité des sels. Mais si les sels ne sont pas salés, il n'y a pas d'halophiles qui poussent. Ça veut dire que si vous mangez, vous pouvez manger des halophiles autant que vous voulez, à chaque fois que vous faites du sel, c'est bourré d'halophiles. Tout ce que vous mangez de salé et hareng, c'est tout bourré d'halophiles. Mais elles ne se multiplient pas parce qu'il n'y a pas de sel. Donc elles meurent. Et donc d'un coup, on a compris qu'en réalité, vous pouvez avoir du 16S tant que vous voulez, mais ça ne représente pas des bactéries vivantes, ça représente du 16S de passage ou des bactéries de passage. Mais elles ne sont pas capables dans ce milieu-là, et donc ça vous explique une des raisons déjà pour lesquelles les phylums décrits ne correspondent pas à ce que nous avons. Et donc on a décidé, alors ça c'était 3 étudiants en master, et les plus jeunes, là c'est mes 3 premiers étudiants en master sur le domaine. Le premier c'était Mathieu, le deuxième c'était Jean-Christophe, et la troisième c'était Perrine. Et donc avec les 3 étudiants en master, on a décidé de commencer la culture mixte. Donc, je vous ai expliqué, moi j'ai commencé par travailler sur les intracellulaires, Kedzi et les autres. Après, on a travaillé sur les bactéries anaérobies et les bactéries fastidieuses. Après, il y a eu ce papier très cité sur le 16S, et puis après, on a été les premiers à utiliser le Mazitoff en routine, aussi, ça va être le deuxième papier le plus cité qu'on a, ça va être cité milliers de fois. Et puis, du coup, si vous associez la culture, le Mazitoff et le 16S, ben, vous pouvez faire la culture mixte. Mais vous voyez, c'était la 4e étape. Alors, un des éléments, ceux qui sont dans le laboratoire ont toujours apprécié
c'est l'utilisation du rumen pour pouvoir faire les milieux. Le rumen, c'est un truc qui pue tout en permanence, c'est le liquide gastrique des moutons. Mais c'est le meilleur facteur de croissance que l'on connaisse actuellement pour l'isolement des bactéries du tube digestif. Donc on en fait des stocks, mais ça ne se vend pas. Le deuxième point, c'est les anaérobies. Donc les anaérobies, ce qui est très intéressant, c'est un sujet sur lequel on continue à travailler. Tous ces éléments de culture nous ont permis de développer nos stratégies de culture. On a commencé avec Jean-Christophe avec 200 stratégies de culture différentes. Et puis on s'est rendu compte que les anaérobies, en réalité, n'étaient pas vraiment des anaérobies, mais étaient des oxygéno-intolérants. Et que donc, ce qui se passait, c'est qu'en réalité, en présence d'oxygène, les radicaux d'oxygène tuaient les bactéries, que donc si on mettait des antioxydants, et ici tout simplement c'est avec de l'acide ascorbique, donc la vitamine C, eh bien vous cultiviez les bactéries de manière beaucoup plus facile, de manière quasiment aérobie, avec des antioxydants. Donc vous voyez que c'est une notion là aussi qui est très ancienne, les anaérobies, ça date du 19e siècle, Pasteur a créé la notion d'anaérobie. Vous voyez que en réalité, ils ne sont pas vraiment anaérobies. On ne sait pas bien les cultiver en présence d'oxygène, et bien entendu, ça s'améliore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la culture mixte, c'est-à-dire, voilà, on fait un prélèvement. Maintenant, on change régulièrement. On est passé de 200 à 70 des meilleures conditions. On regarde en Mapitoph. Si c'est la première fois, ou si ce n'est pas identifié par Mapitoph, on fait une séquence 16S. Maintenant, on a tendance à faire plutôt... la stratégie devrait être plutôt, à ce stade-là, de faire directement des génomes à chaque fois qu'on n'arrive pas à l'identifier si on a des spectres propres pour gagner du temps. Et puis, donc, ce premier travail a été publié avec, vous voyez, Jean-Christophe, Mathieu et Perrine, sur 3 selles, et bien, en utilisant 200 conditions, 32 000 colonies à l'époque, ça nous a permis d'avoir 340 espèces. Jusqu'à présent, le record était détenu par Feingold, qui avait fait mixer plusieurs selles et trouver, je crois, 80 espèces différentes. On est passé de 80 à 340, parmi lesquelles 31 espèces nouvelles, que l'on a toutes séquencées, qui ont généré 10 000 gènes qui étaient totalement inconnus jusque-là. Donc c'était une révolution, d'ailleurs, comme toutes les choses qui sont très différentes, c'est extrêmement difficile à publier. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est au niveau du microbiote? Sur le microbiote digestif, premièrement, le répertoire. Alors, on est parti de ça, et puis l'idée de base, et il faut avoir je vous assure qu'il faut avoir des idées paradoxales, et il faut avoir, c'est pour ça que je vous dis au début que ce que je vous dis est faux, il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit, y compris moi, parce que ce que je vous dis c'est juste une photographie d'un temps, et donc il ne faut pas avoir peur de remettre en cause tout ce qu'on vous a appris. Nous, le plus grand succès, ça a été de ne pas croire, nous on a remis en cause la définition des virus, la définition des grammes positifs, des grammes négatifs, vous voyez, les anaérobies. Il ne faut pas croire ce qu'on vous dit, ça présente juste la qualification de ce que l'on connaît à un moment donné. Et donc, tout le monde faisant la métagénomique, c'est très simple, la métagénomique, hein, c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'être bien malin, faites l'extraction, vous séquencez ça, il vous faut un bioinformaticien, vous n'avez pas besoin de microbiologiste, et il vous fait ça, il vous fait 4 filas, ça ne veut rien dire, hein. Quand vous avez dit Firmicutes, Bacteroidetes, protéobactéries, vous êtes en train de parler de trucs qui ont 2 milliards d'années, d'accord? Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, mais, du coup, c'est très simple. Vous avez besoin d'avoir une machine, vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait l'extrait, et puis quelqu'un qui vous fait les arbres avec tout ça. La signification de ça est approximative. Et donc, tout le monde disait, ça y est, c'est la révolution, c'est la révolution, c'est la révolution, et maintenant, il y a 80% des espèces qui colonisent le tube digestif qui ne sont pas cultivables. Quelle arrogance, pas cultivables. Elle n'était pas cultivée à ce moment-là, parce qu'elle n'a rien. Et donc, nous, on est partis, au départ, mon pari à moi, c'est-à-dire, écoutez, moi, je pense le contraire, ce qui est ma nature, et donc je pense que 80% des bactéries cultivées ne sont pas trouvées par la métagénomique. Et c'est ça, ce papier qu'on a fait ici, que vous voyez là, voilà. Ça, c'est le travail qu'on a fait avec les 3 premiers étudiants, vous voyez, ça, c'est ce qu'on a pas fait de la culture, ça, c'est les 3 mêmes selles, par la métagénomique, et vous voyez, il n'y a que 15% en commun. Vous ne pouvez pas dire que c'est un métagénomique qui a raison, hein, parce que là-dedans, encore moins, parce qu'en réalité, là-dedans, il y a vraiment la moitié qui sont morts. Donc, en réalité, c'est 2 faces d'un même tableau qui ne représentent pas, qui ne sont pas, ni l'un ni l'autre, exhaustifs. Ça représente une partie des choses, et vous voyez,
ici, pareil, hein, vous comparez la culture au péroséquençage avec la diversité, et vous voyez que finalement on a plus de diversité avec la culture qu'avec le péroséquençage. Donc, avec le péroséquençage, vous étudiez une population majoritaire que vous avez réussi à extraire, à séquencer et à classer. C'est pas la même chose que avec. Et donc, depuis, on continue. Alors, comme là, c'est pareil, il faut, en tout cas, c'est ce qu'on développe ici, c'est l'esprit de contradiction, premièrement, et puis deuxièmement, il faut avoir des stimuli, et donc il faut essayer d'avoir des records. Et donc, nous, on voulait avoir comme record de faire autant de microbes, à nous ici, que le reste du monde depuis le début de la microbiologie. C'est un record un peu mégalomaniaque, mais au moins c'est intéressant. Là, on a fait ça, maintenant on en a au double du reste du monde. Pas mal. Vous voyez, simplement parce que c'était une compétition, je ne veux pas qu'elle était facile, parce que ça serait insulter les gens qui travaillent en faisant ça. Mais c'était pas si compliqué, parce que comme on était seul à le faire, finalement, on pouvait courir sans être encombré par les compétiteurs. Ça vient, hein, il se développe un peu partout, malheureusement, des laboratoires de culture mixte. Et donc vous voyez que, ça c'est un papier qu'on a fait dans la Nature Microbiologie cette année, qu'on a peut-être, et vous voyez que ça, en vert, c'est celle qui était connue avant notre travail, et on les a pas toutes, petit à petit on les stocke, et puis vous avez celles qui étaient connues chez l'homme, mais qui n'étaient pas connues en tube digestif, celles qui étaient connues dans l'environnement, mais qui n'étaient pas connues chez l'homme, et puis celles qui étaient complètement inconnues, là, ça a été 337, non, on doit être proche de 400. Donc si vous ramenez ça à la population des microbes que l'on connaît chez l'homme, pour lequel il y en a à peu près 2000, vous voyez que simplement sur le travail sur le microbiote digestif, on a retrouvé 20% de toutes les bactéries qui sont connues chez l'homme. Rien qu'avec ce travail sur le microbiote digestif. Parce que personne n'a. Après, on a fait les champignons, alors ça c'est Fadi, maintenant rejoint par Stéphane Rance. C'est pareil, les champignons, il y a tout à découvrir, et donc il suffit de s'y mettre. C'est un peu plus compliqué les champignons, parce que quand même la taxonomie des champignons, c'est un peu plus complexe. Alors, à quoi ça sert tout ça? Il y a la curiosité, hein, bien entendu, mais il n'y a pas que ça. Vous voyez que, je vous disais, le premier truc vraiment, c'est 2006 avec Gordon sur obésité et microbiote. Et donc, il y a un rapport entre obésité et microbiote, c'est compliqué. Une des vraies preuves, alors il y a les modèles expérimentaux, mais dans les expérimentaux, souvent les contraintes tellement que c'est un peu complexe. Il y a deux vraies preuves qu'il y a une relation. La première, c'est que on fait grossir tous les animaux du monde, dans toutes les fermes du monde, avec des antibiotiques ou des probiotiques. Donc la manipulation du microbiote digestif des animaux, ça leur fait prendre 8 à 10% de poids, partout dans le monde. C'est un marché colossal. C'est des enjeux de discussion, et quand ils se disputent là pour les accords commerciaux absolument colossaux, qui sont incontestables, et on commence à voir chez l'homme, les évidences sont moins claires, que les enfants petits, en particulier avant 2 ans, qui ont pris des antibiotiques, ont un risque de grossir qui est plus important. Donc ça, on sait que c'est vrai. La deuxième chose, c'est que chez les animaux, si vous greffez des souris xénobiotiques avec des selles d'obèses, elles deviennent grosses, avec des selles de non-obèses, elles ne deviennent pas grosses. Et puis il y a eu au moins un cas de quelqu'un qui a eu une greffe fécale pour Clostridium difficile, qui est d'obèse et qui est devenu obèse. Donc on n'a plus le droit de faire de greffe fécale maintenant avec des selles d'obèse. D'accord? Donc il faut faire attention. Donc il y a quelque chose. Voilà. Après, dans le détail, ce que c'est un peu compliqué, et tout le monde n'est pas d'accord. Mais en tout cas, la manipulation du microbiote est associée avec ça. Nous, on a regardé chez l'homme. Alors, la vancomycine, on a appris ça parce qu'il y a un antibiotique qui s'appelle l'avoparcine, qui est très proche de la vancomycine, qui a été très utilisé pour faire les dindes. Si vous avez des dindes géantes, là, en grande partie, c'est à cause de l'avoparcine. Maintenant, on n'a plus le droit de faire ça depuis 2002 en Europe. Ça a vraiment grossir. Et donc, en réalité, les bactéries qui font grossir, c'est chez les animaux comme chez les hommes, c'est les groupes entérocoques, lactobacillus et bifidobacter, qui sont des grammes positifs, plus ou moins sensibles à la vancomycine. C'est ça ce qui fait grossir. Voilà. Ce qui est toujours associé à la prise de poids, c'est ça. Et donc, nous, on a regardé qu'est-ce qui se passe chez l'homme si on donne, et comme on a une cohorte de patients qui sont traités pour des endocardites avec de la vancomycine, on a regardé, est-ce qu'ils deviennent obèses? Et la réponse est oui. Les hommes, après il y a des biais culturels qui font que les femmes sont probablement un peu plus attentives à la prise de poids que les hommes, et donc c'est les hommes, la proportion d'hommes qui deviennent obèses est significative après un traitement pendant 6 semaines par la vancomycine. Et puis,
Encore une fois, on n'est pas les seuls, alors on n'est pas leader. Là, celui qui est leader vraiment, c'est Martin Blaser, qui travaille beaucoup là-dessus, et lui, il pense que même des doses filées telles qu'on les trouve dans les viandes des États-Unis, aux États-Unis, il n'y a pas d'interdiction des antibiotiques. Chez nous, c'est interdit depuis 2002. Mais il pense que les doses filées données qu'on peut retrouver dans le lait ou dans la viande suffisent à faire grossir, et qu'il pense que c'est une des raisons de l'épidémie d'obésité aux États-Unis qui est si marquée. C'est cette exposition, puis il a fait des modèles expérimentaux là aussi, et donc c'est un point qui est important. Et donc nous, basé sur ces éléments, on a rappelé aux gens, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, c'est que les antibiotiques, ce n'est pas les hommes qui nous ont inventés, c'est les microbes. Et c'est probablement, en tout cas c'est ma théorie, la trace d'un monde qui était avant le ribosome, donc il y a peut-être 3 milliards d'années, et c'est probablement les seuls peptides qui ne soient pas, qui soient restés, qui ne soient pas séquencés par les ribosomes parce qu'ils emploient des acides aminés qui ne sont pas canoniques. Et donc il faut un mécanisme pour les faire, et c'est probablement un reste de la guerre des étoiles, ça, entre les peptides non ribosomaux et les ribosomes. Et c'est pour ça que la plupart des antibiotiques s'attaquent aux ribosomes. Et donc c'est probablement les armes. Alors ceux qui les ont gardés, c'est ceux qui n'attaquent pas leur propre ribosome, mais les ribosomes de ma théorie. Hein. Je le changerai demain, c'est nécessaire, mais c'est ma théorie actuellement. Et donc si on regarde, on a regardé ça dans le détail, les publications continuent, on voit que chez le porc, la souris, le porc, ça c'est des marchés considérables, le porc, hein, surtout les jeunes porcs. Hein. Et chez les humains, on voit quels sont les antibiotiques associés à la prise de poids, quels sont les antibiotiques plutôt protecteurs vis-à-vis du poids, et quels sont les microbes plutôt associés à la prise de poids ou plutôt protecteurs. En réalité, ça c'est probablement vrai à la souche près, comme toujours. Ce n'est pas l'espèce qui fait ça, il y a une telle différence, en particulier dans le lactobacillus, il peut y avoir 10% de différence de contenu génomique. C'est à la souche près, ça peut faire grossir ou ça peut faire maigrir, ou être associé, au moins chez la souche. Après, l'autre point qu'on a commencé à développer, c'est sur la malnutrition. On a fait ça avec Mathieu Lyon et avec nos collègues africains, pour regarder, et en particulier dans le Korchakor. Et ce que l'on pense dans le Korchakor, c'est pour ça que ça rejoint, vous voyez, l'histoire sur les anaérobies, on voit, et pour la première fois, parce que toutes ces études n'ont pas été faites avec des microbiologistes. Et nous, les microbiologistes, ce qu'on voit, c'est qu'une clé, je vous ai dit, c'est la sensibilité à l'oxygène, qui change tout au long du tube digestif. Et ce que l'on a vu, c'est que les rapports entre les bactéroïdes aérotolérantes et aéro-intolérantes sont très très différents dans les situations pathologiques. Et en particulier dans le Korchakor. Et pourquoi? En tout cas, c'est notre explication. C'est parce que ce qui manque le plus dans l'alimentation des Korchakor, c'est les antioxydants. Donc s'il n'y avait pas d'antioxydants, ça veut dire que vous n'avez que des aérobies, et c'est ceux-là qui sont pathogènes, et c'est les anaérobies qui vous permettent de digérer, en particulier de digérer les sucres. Donc si vous n'avez pas d'anaérobies, même si vous mangez des sucres longs, vous n'êtes pas capable de les digérer, en particulier tous les légumes. D'accord? Et donc si vous n'êtes pas capable de les digérer, vous n'êtes pas capable de faire de l'hydrogène, et donc vous n'êtes pas capable de faire de l'hydrogène, vous n'êtes pas capable d'avoir des méthanogènes, c'est-à-dire des archées, qui recyclent l'hydrogène, et la signature du Korchakor, c'est qu'ils n'ont pas de méthanogène. D'accord? Et donc c'est un vrai problème, parce que quand vous les réalimentez, il y en a 15% qui meurent au moment de la réalimentation, parce qu'en réalité, ils ne savent pas le digérer. Donc c'est une vraie question très importante, qu'on a beaucoup travaillé avec Mariam, pour essayer de comprendre, et vous voyez que du coup, en regardant, effectivement, dans les sels, là aussi, c'est comme le sel, les gens ne regardaient pas, on a regardé le pH et le potentiel redox, et on s'est rendu compte que c'était radicalement différent, c'est à dire, chez les Korchakor par rapport aux autres, et que donc il y a un vrai problème, c'est que les sels des gens qui ont un Korchakor sont acides, alors que normalement c'est neutre. Et que donc c'est lié au microbiote, et que vous ne pouvez pas faire quelque chose de simple, simplement les réalimenter, il faut les réalimenter, il faut leur donner des antioxydants, et probablement leur donner les microbes qui permettent de digérer les nutriments que vous leur donnez. L'infection, alors là c'est un point qui est vraiment un changement de modèle intellectuel. Vous voyez qu'on est parti à gauche, vous aviez la vision qui est celle de Pasteur et de Koch au 19e siècle, un animal ou un homme, un microbe, une maladie. Au milieu, vous avez, on ne pense plus comme ça,
vous avez un microbe. Si vous avez le microbe qui dispute avec lui spécifiquement, vous n'êtes pas malade. Si vous ne l'avez pas, vous êtes malade. Alors il y a une démonstration très remarquable de ça pour les staphylococques dorés, par exemple. Le travail le plus connu, c'est un travail qui vient d'être publié avec un staphylocoque qui s'appelle Lugdunensis. Si vous avez dans le nez staphylocoque Lugdunensis, vous n'avez pas de staphylocoque doré. Et les gens sont allés plus loin, c'est un papier qui est sorti l'année dernière dans la nature, et bien c'est du fait qu'ils sécrètent un antibiotique qui s'appelle maintenant la lugdunine, d'accord, qui inhibe spécifiquement le staphylocoque doré. Donc il y a une compétition qui est due aux antibiotiques, encore une fois. Les antibiotiques, c'est pas nous. Nous, on n'a fait qu'exploiter le sol qui était autour de nous. C'est les microbes qui ont inventé les antibiotiques, c'est aussi eux qui ont inventé les mécanismes anti-antibiotiques, c'est-à-dire que les enzymes qui détruisent l'antibiotique, c'est eux qui ont inventé ça parce qu'ils ont continué à se battre. La bagarre entre les microbes, elle a commencé bien longtemps avant que les mammifères apparaissent. Et ils continuent à se battre. Et nous, on utilisé, c'est nos soldats à nous, ça. C'est les soldats qui empêchent les autres de rentrer. Vous voyez, par exemple, l'hystéria est tuée par les fermenteurs de yaourt. Donc c'est pour ça, si vous avez les mauvais fermenteurs dans les yaourts, vous pouvez avoir l'hystéria, sinon vous ne l'avez pas. Et puis, là, c'est le consortium. Troisième partie, c'est le consortium. C'est ce qu'on pense pour Clostridium difficile. C'est-à-dire que vous avez un groupe de microbes qui empêchent les microbes pathogènes de s'implanter. Donc ça, c'est une vraie perception nouvelle. Et donc, bien entendu, ça fait l'objet, c'est aussi ça qui permet de faire... Après, HIV, je vous ai dit, ça c'est le travail qu'on fait avec Greg Dubourg, on voit qu'il y a une différence du microbiote qu'on n'avait pas réalisé jusqu'à présent. Alors la différence, là, c'est le nombre de Prevotella par rapport au nombre de Bacteroides. C'est assez stable, ça. Les gens trouvent ça. Les gens qui sont HIV positifs, mais en réalité, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes qui ont plus de Prevotella que de Bacteroides, alors que c'est l'inverse chez les autres. Et les Prevotella, c'est connu comme ayant un rôle pro-inflammatoire extrêmement important. Donc en tout cas, c'est à peu près logique, c'est un des travaux qu'on est en train de mener pour essayer de comprendre. Bien entendu, on a fait ça nous aussi avec Jean-Christophe, mais d'autres y pensent aussi, c'est comment vous débarrasser maintenant des microbes qui sont multirésistants. Et il faut changer la flore, donc on nettoie la flore et puis on le remplace en faisant une greffe fécale. Alors, il y a une autre dichotomie qui est une dichotomie terrible. On est obligé, alors si vous lisez mon livre Ignorance et aveuglement, ce que je vous recommande, qui est sur Kindle et qui est bon marché, vous verrez une des raisons qui fait qu'on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire autrement pour commencer à classer les choses qu'en les classant en deux. Parce qu'on est des animaux symétriques. Alors vous êtes deux bras, donc c'est comme ça ou c'est comme ça. De la même manière, le système décimal, c'est parce qu'on compte sur les doigts, on a 10. Ouais. Donc c'est intrinsèque à nous. Il faut faire un effort cortical extrêmement important pour sortir de la dichotomie. On ne sait pas le faire. Et donc, bien entendu, une des dichotomies, ça a été les bactéries et les virus. Et donc, on a commencé, en plus les virus c'est difficile à cultiver, donc on a commencé par dire, on a les trucs pour les bactéries, on a les trucs pour les virus. Mais si vous réfléchissez du point de vue, non pas de l'homme, mais du microbe, ce qui est difficile, mais on peut essayer. Le microbe, il peut dire, finalement, si j'ai la même arme qui me permet de tuer les virus, les cellules eucaryotes, les bactéries et les archées, c'est tant mieux. Donc, c'est pas invraisemblable. Mais jusqu'au XXIe siècle, on ne testait pas, ou quand c'était fait, on ne s'intéressait pas à l'efficacité des molécules que l'on avait mises au point pour un groupe d'agents infectieux pour les autres. Et donc c'est maintenant arrivé dans cette réflexion sur les antibiotiques à dire, écoutez, on va regarder tout ça plus simplement. Alors les Chinois aident beaucoup pour ça, parce que les Chinois, ils n'ont pas tellement nos réflexions antérieures. Ils disent, finalement, si ce truc marche et que c'est pas toxique, on n'a qu'à tout tester. Alors, il y a 2500 molécules qui sont reconnues par la FDA comme étant non toxiques. Si on a un coup de chance et qu'il y en a une qui marche, wow. Eh bien, là-dedans, d'abord, il y a des antibiotiques. Ces deux-là, l'ivermectine, ça a valu il y a 2 ans à son découvreur japonais. Ça marche sur les bactéries, ça marche sur les parasites, sur certaines bactéries, sur les chlamydia. Ça marche sur certains virus. La thécoplanine, nous, avec Didier Musso, on a testé l'azithromycine sur Zika, ça marche extrêmement bien. Vous voyez,
simplement, on ne le teste pas, puis c'est compliqué en plus. Hein. C'est le papier qui a la plus grande difficulté, c'est probablement le plus critique, c'est celui qui a la plus grande difficulté à publier, parce que tout le monde est fait. D'abord, on ne sait pas qui l'a envoyé, et ensuite, les types qui reçoivent des financements colossaux pour trouver des nouveaux antiviraux contre Zika, c'est idiot, vous avez qu'à prendre l'azithromycine qui ne coûte rien, parce que c'est générique, ils ne sont pas contents. Donc, c'est complexe. Et à l'inverse, alors là, du coup, moi j'ai demandé à mon ami Jean-Marc, je voudrais que tu fasses ça, pas plus bête que les Chinois, on prend toutes les molécules, on teste tout, et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve que l'AZT, qui est un antiviral qu'on a utilisé, qui était le seul qu'on a utilisé pendant très longtemps, a une activité antibactérienne. Et c'était écrit il y a 15 ans, tout le monde a complètement oublié. C'est intéressant. Vous voyez, donc cette dichotomie qui nous empêche de réfléchir en disant, voilà, ce qui marche sur les bactéries, ça marche. Ça n'a rien à voir avec les virus. C'est pas si simple. Les microbes qui ont gardé des armes ont plus de chances que ces armes soient polyvalentes. Et n'oubliez pas que, par exemple, les agents de chimiothérapie anticancéreuse, parmi ceux-là, parmi les plus efficaces, il y a des antibiotiques sécrétés par des bactéries, dont l'adriamycine, tout ça, d'accord. Donc, ça n'est pas aussi simple. C'est pour ça que certains antibiotiques peuvent être très toxiques. Alors, ça ne marche pas seulement dans ce sens-là, parce que ça serait trop simple si juste les bactéries nous protégeaient. Des fois, elles ne nous protègent pas, au contraire, elles sont devenues, avec le temps, une voie de passage, vous voyez, pour les virus. Et là, pour le poliovirus, c'est quelque chose qui est intéressant, là, dans la discussion qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'on va faire pour la poliovirus, s'il y a des poliovirus qui réapparaissent, il y a peu de chance, parce que c'est une maladie liée au périfécal. Donc, une maladie avec le périfécal en France, à part chez les tout petits, on a les contacts directement, parce qu'il n'y a pas de continence, c'est peu vraisemblable, elles ont toutes disparu. Ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que ça passe vraiment par les polysaccharides bactériens, et que dans ce modèle de souris, si vous donnez de l'ampicilline, le virus de la poliomyélite rentre plus. Donc peut-être que demain, on va faire la prévention de la poliomyélite, vous voyez, la prophylaxie, en donnant aux gens de l'ampicilline. C'est intéressant, vous voyez, il y a des barrières là, qui sont en train de tomber. Là aussi, alors ça, c'est mon ami Ogo Baradumbo, une compétition intellectuelle, moi je dis qu'il n'y aura jamais de vaccin sur le paludisme. Alors ça énerve beaucoup, parce que lui, ça fait 20 ans qu'il teste tous les vaccins sur le paludisme. C'est le numéro 1 sur le test. C'est un très grand scientifique. Et je n'y crois pas. Pourquoi? C'est parce que tous mes amis africains qui sont ici, quand ça fera 6 mois que vous êtes ici, si vous retournez là-bas et que vous faites piquer par un moustique qui a le plasmodium, vous allez refaire un paludisme. Donc c'est une immunité comme ça, si vous voulez, qui est liée au fait que vous avez fait X fois des paludismes, ça m'étonnerait qu'on arrive à imiter ça, à faire mieux que ce que la nature a fait avec une violence aussi extrême. Donc le dernier développement de vaccin pour le palu, c'est 3 injections de gamétocytes IV à 15 jours d'intervalle, et ça dure une saison. Et bien sûr, on vous fout le palu et on vous le traite en période d'incubation. On vous fout 3 fois de suite le palu, la preuve véneuse, on vous fait la prophylaxie, et ça marche pendant 6 mois. Donc si vous voulez, avant qu'on vende un machin comme ça, à mon avis, il faudra encore un peu de temps. Mais c'est sorti quand même, tous les ans, il y a un nouveau vaccin qui sort dans la nature, puis les essais dans le Lancet, dans le New England, etc., parce que c'est tellement important. Je n'y crois pas. Mais du coup, Ogo, qui a passé 1 an ici en sabbatique, a commencé à réfléchir, puis il est sorti juste ça en même temps, et donc Ogo est en train de travailler sur cet aspect-là, et nous aussi avec lui, qui est que le microbiote digestif peut être associé partiellement à une résistance. Alors c'est bizarre, mais vous nous foutez le microbiote partout, là, vous comprenez. Non, il y a des communautés antigéniques entre des Escherichia coli en particulier et Plasmodium. Et si, il faut que vous ayez dans l'idée que les lymphocytes de notre corps passent 20 à 30 fois par jour dans les plaques de Peyer, c'est-à-dire dans votre tube digestif, et qu'elles sont renseignées par les bactéries qui sont là, qui liées des informations de quelque chose. C'est pas exactement ce que c'est. Et donc il est bien possible que ce soit une voie d'avenir. En tout cas, c'est quelque chose qu'on regarde. Le cancer, alors là, c'est pas. Moi, je n'ai pas du tout. C'était pas du tout ma tasse de thé quand ça s'est arrivé par chance, par conjonction de choses. Alors, il y a un travail très joli aussi dans PNAS qui est sorti, c'est des probiotiques qui, carrément, ont un effet anticancéreux direct sur les partocarcinomes de la souris, et qui donnent des effets qui sont comparables à celui des chimiothérapies qu'on utilise actuellement à la cancer. Alors, on savait ça aussi, si vous voulez, mais là aussi, il y a des choses qu'on oublie, comme on ne les comprend pas, on les met de côté, eh bien, on traite depuis 50 ans les cancers de la vessie en faisant des injections de BCG. Donc ça marche. On sait qu'il y a des bactéries
qui sont anticancéreuses. On le sait, on utilise ça. Mais d'un coup, on a oublié cette partie-là. Plus personne n'a travaillé là-dessus. C'est même un énorme problème parce que plus personne ne fournit de BCG. Ils ne savent plus comment ils vont pouvoir traiter ces formes très peu invasives par le BCG. Mais la preuve de concept existe depuis très très longtemps. Et donc, après, j'ai été contacté, moi, par Laurence Zilvogel, parce que finalement, d'avoir toute notre collection de microbes, on a une collection de microbes, bien sûr, on essaie de garder, qui devient unique au monde. Hein. Donc, pour les avoir, les microbes, en particulier les microbes qui n'ont pas été passés 40 ou 50 fois, eh bien, c'est bien de nous les demander. Donc, ils nous les demandent, et donc, elle m'a demandé, tiens, est-ce que tu peux le truc, et comme, effectivement, vous savez, un laboratoire qui est assez vivace, rapidement, la semaine, elle avait les bactéries, elle avait les cultures, etc. Et donc, elle a commencé, et ça, c'est le premier truc. Alors, truc extraordinaire, elle avait trouvé ça in vitro chez les souris, en faisant de la métagénomique, elle a voulu vérifier sur les microbes. Et donc c'est une histoire qui est très intéressante, c'est la nouvelle phase de la cancérologie du XXIe siècle, ça, c'est l'immunothérapie. C'est-à-dire qu'il y a des checkpoints qui bloquent la réponse immunitaire et qui fait que vous pouvez avoir des cancers. Le cancer, c'est une maladie, c'est un déficit immunitaire. Tout le monde a des cellules cancéreuses, mais normalement vous vous débarrassez, vous êtes tous pleins de cellules cancéreuses, mais normalement vous vous en débarrassez. C'est votre système immunitaire. Si vous bloquez la capacité à vous débarrasser des cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses se multiplient. C'est comme les bactéries avec les antibiotiques, c'est pareil. Et donc, ce qu'elle a trouvé, c'est que les souris, alors ça c'est le premier grand anticancéreux qui traite le mélanome. Le mélanome c'est mental, le mélanome métastatique, c'est le premier, c'est un bloqueur du blocage, mais ça ne fonctionne pas chez tous les malades. Donc ils ont regardé, si on transfère chez les malades qui répondent et les malades qui ne répondent pas chez la souris, on voit que la souris, il y a un modèle expérimental chez la souris, ça ne marche pas non plus. Et si on regarde chez la souris qui n'a pas de microbes, ça ne marche pas du tout. Donc si on regarde quels sont les microbes, eh bien, ça c'était le premier travail, eh bien on se rend compte qu'il faut des microbes pour que l'anticorps bloquant marche dans le mélanome. Il faut avoir des microbes. Ça, c'est le premier travail qu'elle a fait. Le deuxième qu'elle a fait, c'est celui-là qui vient de sortir. Ça, c'est le travail qu'elle a fait sur celui-là qui vient de sortir. Alors là, c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est une intelligence extrême. Le déroulement intellectuel a été extraordinaire. C'est la même chose sur les anticorps pour le cancer du poumon, révolution, cancer du poumon. Il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas. Pour ceux qui répondent, eh bien, Akkermansia joue un rôle, et probablement pas toutes les Akkermansia jouent un rôle. Et vous savez combien les Akkermansia, pour ceux qui cultivent, ne sont pas particulièrement simples à cultiver. C'est pour ça qu'on séquence toutes les Akkermansia pour trouver celles qui marchent pas ensuite dans les modèles expérimentaux. Si vous avez Akkermansia, ça marche. Si vous n'avez pas Akkermansia, ça ne marche pas. Donc ça, c'est les nouveaux rôles du microbiote. Et puis, pareil, je crois que je ne l'ai pas, le troisième, c'est sur les cancers du sein. Les cancers du sein, le cyclophosphatide, le traitement de base du cancer du sein. Si vous avez Enterococcus irae, ça marche. Si vous n'avez pas Enterococcus irae, ça ne marche pas. Et tous les Enterococcus irae ne marchent pas. Il faut qu'il y en ait un qui ait un phage intégré. Donc on est en train de développer ça avec Laurence Zilvogel, c'est-à-dire que le microbiote, c'est une des clés actuellement de l'efficacité de l'immunothérapie, qui est la plus grande révolution dans le traitement du cancer, qui est depuis 50 ans. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est en train, et honnêtement, ils sont venus nous le demander, nous, c'était pas notre travail. Après, l'infection respiratoire, alors ça c'est Sophie qui travaille majoritairement dessus. Donc c'est pareil, le répertoire est à faire. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la composition du microbiote. Là aussi, avec la facilité des outils, on est en train de se rendre compte qu'il y a des gens qui ont le virus de la grippe et qui n'ont pas la grippe. Donc, et puis il y a des familles, il y a un travail épidémiologique qui a été fait dans les familles. Il y a des gens qui ont le virus et qui ne vont pas faire la grippe. Alors, bien entendu, on raisonne comme pour le reste, est-ce que le microbiote environnant joue un rôle? Donc là, vous regardez la biodiversité entre les asymptomatiques et les infectés. Il y a moins de biodiversité chez les asymptomatiques, c'est pas étonnant, hein, il y a un bouleversement qui se passe, on ne sait pas ce qui est la cause et ce qui est la conséquence. Et là, si vous regardez, quand on analyse le microbiote, eh bien, d'une manière intéressante, il y a un certain nombre de patients qui ont le virus et qui ne sont pas malades, dont le microbiote est le même que ceux qui sont asymptomatiques. Donc, quel est le rôle du microbiote dans la susceptibilité aux infections virales? Une question. Et c'est une question extrêmement importante intellectuellement parce que personne ne comprend pourquoi il y a des infections respiratoires saisonnières.
et les infections respiratoires saisonnières, c'est pas, les virus ne se transmettent pas plus vite quand il fait plus froid. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de nos muqueuses qui nous rend sensibles ou pas sensibles. Alors, quand on ne comprend pas, les gens disent « Ah, c'est vibratif », ça n'a jamais été démontré du tout. Il est bien possible que, effectivement, l'équilibre du microbiote ou la sécrétion de protéines sous l'effet du stress, du froid, entraîne une sensibilité. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse, c'est que quand on est exposé au froid, on sécrète immédiatement des protéines qui sont les protéines de stress, auxquelles nous sommes allergiques, et c'est la raison pour laquelle, quand on sort dans le froid, on éternue tout de suite. Ça ne peut pas être une maladie infectieuse. C'est quelque chose qui est immédiat. Et donc, c'est pour ça que j'ai quelques volontaires qui vont à la chambre froide. Pour voir si le microbiote change. Personne n'est tombé malade. Les urines, alors ça je regrette beaucoup, j'ai un peu honte. Alors les urines, j'y ai pas du tout pensé. Là aussi, il y a un mythe que moi j'ai appris, celui-là j'ai pas réussi à le démonter, le mythe, c'est pas moi, je regrette, c'est moi qui aurais dû le faire, mais je suis passé à côté. On a tous appris, dans les études de médecine, que les urines étaient stériles. Et en réalité, c'est un artifice, on se fout de nous. En réalité, Cass, qui était un grand savant, a voulu déterminer des critères, donc dichotomie, hein, comme toujours, c'est symétrique, qui nous permettaient de dire ça c'est une infection urinaire, ça c'est pas une infection urinaire. Et ce critère dichotomique, c'est il y a 10 puissance 4 bactéries, toc, ça c'est l'infection urinaire, il n'y en a pas, c'est pas l'infection urinaire. Et après on bidouille tout ça, 10 puissance 5 ou 10 puissance 4, et on bidouille tout ça, et donc on crée au laboratoire la technique qui permet de ne jamais détecter moins de 10 000 bactéries par microbe. C'est pas compliqué, et donc on est toujours d'accord avec soi-même, puisque c'est scientifique, on s'est donné les moyens de ne jamais avoir tort, c'est quand même le truc le plus simple. Et en plus, pour compléter les choses, on dit mais en plus, si c'est des femmes et qu'il y a des lactobacillus, on s'en fout, ça vient du vagin. Avec un truc pareil, et ensuite on regarde que les bactéries à croissance rapide et aérobie, donc on dit aérobie 24 heures, 48 heures pour ceux qui sont un peu têtus, pas moins de 10 4, et lactobacillus, on s'en fout. Alors c'est sûr qu'avec ça, on passe à côté d'une partie des choses. Alors ce qui est très intéressant, parce que c'est souvent comme ça, et tout ce qu'on redécouvre souvent, c'est parce qu'il y a une technologie nouvelle qui dit peut-être grâce avec cette technologie nouvelle, on va trouver un truc nouveau, et donc il y a des gens qui commencent, ils disent on va regarder, pas du tout pour les infections urinaires, pas du tout pour les infections stériles, pour la stérilité des urines, mais simplement pour dire, vous savez que les femmes ont une impatience, un certain nombre de femmes ont ce qu'on appelle une impatience urinaire. Alors la vie, elle est en toilette maintenant, c'est comme ça plusieurs fois par an. Et donc les gens vont dire, c'est un vrai problème, c'est embêtant, c'est un vrai problème, et donc on va regarder si ces impatiences urinaires, c'est pas dû à des microbes finalement qu'on ne connaissait pas, inconnus, c'est la mode du non cultivable. Non cultivable, donc les gens font une étude très scientifique, ils font des ponctions suspubiennes pour être sûr qu'il n'y a pas de contamination, ils font un métagénomique là-dessus, ils disent, oh là, il y a des microbes. Mais ils regardent aussi dans le groupe témoin, oh, il y a des microbes aussi. Et on regarde les microbes, ils disent, vous voyez, c'est un cultivable. Quand on regarde un peu précisément, c'est tous des bestioles cultivables. Mais culture lente, concentration faible, anaérobie. Et donc, basé là-dessus, ils font la même étude, c'est que voilà, culture lente, anaérobie, on met 7 jours, on est en anaérobiose, et les microbes. Et si on commence à regarder, effectivement, c'est plein de microbes. Et non seulement c'est les microbes, mais ce qu'on commence à regarder maintenant avec les études qu'on est en train de faire avec Jean-Christophe, si on regarde par cystoscopie, c'est que même, alors il y a des microbes dedans qui ne sont pas associés aux infections urinaires, mais il y a des microbes qui sont associés aux infections urinaires et qui sont à faible niveau et qui ne déclenchent pas d'infection urinaire. Ce qui pose la question, que moi je me pose en tout cas, c'est est-ce que l'infection urinaire, ça n'est pas juste une modification métabolique qui permet la multiplication de bactéries résidentes, d'accord, ou est-ce que c'est une infection de novo? Et mon hypothèse, c'est que c'est plutôt les bactéries résidentes, 10 puissance 2, 10 puissance 3 Enterococcus fecalis, et Escherichia coli, qui sont arrivés là, je ne sais pas comment, peut-être par les lymphatiques digestives, je ne sais pas comment, qui sont résidents, et vous changez l'environnement, et c'est ce qui expliquerait peut-être, vous voyez, que les femmes enceintes font plus d'infections urinaires parce qu'il y a un changement métabolique qui est assez profond. D'accord ? Donc on change de point de vue, et ça permet probablement, il y a probablement des facteurs hormonaux qui permettent de comprendre du coup pourquoi les femmes, et en particulier les femmes enceintes, font plus d'infections urinaires, parce que
jusqu'à présent, l'hypothèse la plus simple, c'était l'urètre est plus petit chez les femmes, et donc ça monte, ils n'ont pas de pattes. Non, c'est pas si simple. C'est les mêmes bestioles qu'on trouve chez les uns et les autres, mais il y en a qui ont un contexte environnemental qui est probablement différent. Vous voyez, et qu'on est à la révolution. Après, c'est Flo qui fait le truc vaginal, alors aussi le répertoire du microbiote vaginal qui va en augmentant de manière considérable, et qui nous a amené à faire, avant de passer au barbu, qui nous a amené à faire des réflexions. Ça fait longtemps, là non plus, c'est comme le truc du cancer, moi je ne voulais pas travailler là-dessus, c'est arrivé dessus, ça nous est arrivé dessus, parce que il y a une fille très très bien, une prof de gynéco-obstétrique qui s'appelle Florence Bretel, qui voulait démontrer qu'une maladie qui s'appelle la bactériose vaginale, qui touche entre 5 et 15% des femmes en fonction des localisations, serait associée à la prématurité. Et donc, les outils qui existaient à l'époque étaient mauvais, donc on a dit, d'accord, écoute, mais on va commencer par avoir des outils fiables, parce que les outils, c'était des outils assez... Mais si on remonte le sens des outils, c'est assez intéressant, parce que quand les gens avaient regardé les vaginoses, ils avaient trouvé que, dans les vaginoses, normalement, le pH du vagin, c'est acide. Dans les vaginoses, il est neutre. Deuxièmement, les vaginoses, ça sent pas bon, et en particulier, le premier test qui permettait de le découvrir, c'était de mettre dedans un truc de potassium, c'est la potasse, et ça donnait une odeur de poisson pourri. Je m'excuse, c'est pas moi de la médecine. Et puis, troisièmement, c'était de faire la coloration de Gram. Enfin, ceux qui font la coloration de Gram des populations complètes, la fiabilité de leur résultat est modeste. Mais donc, on voyait, il y avait un déséquilibre des microbes, une mauvaise odeur, et un pH qui était neutre. Nous, on regarde, on fait comme les imbéciles, comme tout le monde, on regarde et on dit qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins. On dit il y a plus d'atopobium, il y a plus de ceci, il y a plus de ça. Mais il n'y avait pas, à la différence des infections, vous voyez, de type Pasteur-Koch, il n'y avait pas un microbe associé à la vaginose bactérienne. C'était un déséquilibre de flore avec les microbes qu'on connaissait par ailleurs. Il n'y avait rien, vous ne pouvez pas dire, quand il y a ça comme, je sais pas, la gonocoxie, la syphilis, il y a ça, vous êtes malade, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas la maladie. Et puis, les choses avancent. Et alors c'est intéressant parce qu'en plus c'est une maladie sexuellement transmise. Il n'y a pas de microbe spécifique. Et c'est une maladie sexuellement transmise qui, elle, a quelque chose qui est tout particulier parce que c'est unique. C'est la seule maladie sexuellement transmise chez les femmes homosexuelles. D'accord ? Alors ça, c'est un truc. Alors je m'excuse, on va rentrer aussi dans les détails qui sont un peu spécifiques, mais les Américains qui font ce type d'études, chez nous on n'arriverait pas à faire ce type d'études, ils leur demandent quelles sont les mœurs, la différence de mœurs entre les femmes qui ont la bactériose vaginale et les femmes qui n'ont pas la bactériose vaginale. Et la différence, c'est que les femmes qui ont des bactérioses vaginales ont plus de rapports qui sont avec ce que vous voudrez, je vous laisse l'imagination pour le faire, qui passent par l'anus avant de passer par le vagin. D'accord ? Et donc, ce que l'on regarde à partir de ça, et donc épidémiologiquement, c'est vrai. Et ensuite, les gens regardaient chez les hétérosexuels, c'était vrai aussi. Les hétérosexuels avec bactériose vaginale, oui, c'est là où on pratique le plus le coït anal, que l'on a plus de bactériose vaginale. D'accord ? Et donc, après, si on regarde maintenant, et vous allez voir, à la fin, c'est cohérent. Si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans la flore de différent, en réalité, ce qu'on trouve dans la flore, c'est que maintenant, la muqueuse du vagin est comme la muqueuse anale, c'est-à-dire qu'elle est à pH neutre et qu'on y trouve la flore colique. Donc c'est une greffe de flore colique que l'on a mis dans le vagin. Et pour terminer, ça, on a fait ça avec Michel, parce qu'à la fin c'est notre dada, si c'est vrai, il doit y avoir des méthanogènes, et la réponse est oui, il y a des méthanogènes, et donc on peut faire le diagnostic des bactérioses vaginales avec le fait que c'est les seuls qui ont des méthanogènes dans le vagin. Donc vous voyez qu'on est parti d'une histoire qui était, où on a raconté des bêtises pendant 10 ans, c'était ce pauvre atopobium qui n'a rien à voir, simplement, quand vous avez modifié l'écosystème, les bactéries qui poussent le plus par rapport à... D'abord, vous avez rajouté les bactéries, et en modifiant l'écosystème, eh bien, vous avez déséquilibré la flore, et donc vous voyez les bactéries qui sont plus fréquentes, et d'autres qui sont moins fréquentes. Ensuite, la peau. C'est Bernard, pour une fois qu'on ne montre pas aux virus, il est content, et donc il continue à trouver des microbes nouveaux sur la peau. Une des choses qu'on a trouvées qui est très très importante, alors ça c'est pas avec Bernard, c'est avec collègue et avec Flo, c'est que on a, en introduisant, on se méfiait parce que dans les hémocultures on trouvait des choses un peu étranges en Afrique,
Et on s'est posé la question de savoir si, et puis on avait trouvé une lésion infectieuse qu'on pensait due à Rickettsia felis sur un escarre. Et là, on a dit on va faire quand même des contrôles négatifs. On dit à vous, le contrôle négatif, c'est la base de la science, c'est terrible, le contrôle négatif. Et donc on commence à faire des écouvillonnages cutanés, les mains sur la tête. D'abord on trouve Rickettsia felis, qui est une bactérie intracellulaire sur la peau, c'est pas ajouté là. Puis, enfin, à la fin on a trouvé que c'était dans la poussière, et à la fin on a trouvé que c'était dans les poux microscopiques. Et tout ça c'est témoin négatif. Et quand on regarde les microbes qu'il y a dessus, on trouve dans les villages auxquels on fait, jusqu'à 35% des gens ont des pneumocoques sur la peau. Et donc, vous comprenez après comment les gens se surinfectent, comment ça modifie leur susceptibilité aux infections virales, et vous comprenez pourquoi quand on se lave les mains, c'est peut-être pas les virus que vous enlevez, mais probablement effectivement les bactéries colonisantes, parmi lesquelles les pathogènes, en particulier, c'est les mêmes. Donc ça c'est un... Le lait, alors ça on est en train avec Togo de regarder dans le lait, ce qu'on trouve... alors, le lait c'est extraordinairement intéressant parce que ça nous a ramené sur les urines. Enfin, le lait, il y a ce papier génial, ça n'a rien à voir avec... C'est pas nous qui avons fait ça, c'est extraordinaire. C'est des gens qui travaillent sur la mastite des bovidés. Alors, la mastite des bovidés, c'est un énorme problème, ça donne une mastite chez les vaches. Alors, vous avez une mastite chez les vaches, je ne sais pas si vous voyez, le problème c'est que vous n'avez plus de lait, vous avez des trucs, vous perdez 30 litres de lait par jour, c'est un vrai problème. Vous leur donnez des antibiotiques, pendant que vous leur donnez des antibiotiques, vous ne pouvez plus vendre le lait. Et les gens qui étudient ça depuis longtemps, les vétérinaires sont tous obsédés par la mastite des bovidés. Depuis le temps, il y a des gens qui regardent, tiens, on va comparer le microbiote des vaches qui ont la mastite à celles qui n'ont pas. Et si on regarde, les vaches qui n'ont pas la mastite ont plus souvent du lactobacillus salivarius. Et donc ils commencent aux vaches à leur donner du lactobacillus salivarius. Qu'est-ce qui se passe? Si on leur donne du lactobacillus salivarius, par la bouche, elles ne font plus de mastite. C'est intéressant. Puis il y a des gens qui ont fait ça, alors là c'est ça, chez les humains. Parce que chez les humains, les abcès du sein, c'est aussi, mastite des bovidés, c'est les staphylocoques. Chez les humains, les abcès du sein, c'est aussi les staphylocoques. Alors, qu'est-ce qui se passe si on donne à une femme enceinte des lactobacillus salivarius? Eh bien, ça passe dans le lait. Le lait par la bouche. Donc, c'est la même chose que pour les urines. Vous voyez, ça passe par là. Dans le tube digestif, il y a un truc qui fait que dans des organes dont on pensait qu'ils étaient stériles, ça passe. Et ça passe, et ça prévient les abcès du sein. D'accord? Et donc, à partir de ça, certains chez ça, avec Jean-Christophe, eh bien, on a regardé si on donnait les lactobacillus par la bouche, on les retrouvait aussi dans les urines. Dans un certain nombre de cas, oui. D'accord? Manger les yaourts, et on retrouve, chez une partie d'entre vous, on va retrouver. Et le coup des femmes, c'est pas vrai. Hein. On le retrouve autant chez les hommes que chez les femmes. C'est pas passé par en bas et remonté. Hein. C'est pas vrai. Hein. Ça, c'est des fantaisies. Donc vous voyez que c'est une... Les sinus, ça c'est... Il y a dedans. Et donc, elle est vieille. J'essaie de faire des trucs où vous avez des meilleures figures. J'espère préparer avec moi, je vais mettre une photo d'il y a 15 ans. Et du coup, à force de chercher des bactéries, à peu près je ne sais pas, entre 20 et 30% des bactéries qui ont été décrites dans le monde, basées sur ce travail dans le microbiote et le reste, ont été décrites dans cet endroit. Parce que, encore une fois, et donc ça se lit, parce que si vous regardez, ça c'est les noms d'espèces bactériennes, vous voyez, donc, ceux qui le savent, qui travaillent avec nous, on utilise beaucoup Bacillensis en premier, donc ça c'est une représentation proportionnée du nom des espèces bactériennes qui infectent l'homme. Donc vous voyez que le premier c'est Bacillensis, le deuxième c'est Timonensis, le troisième c'est Bacilliense et le cinquième c'est Senegalese. Donc c'est la signature du laboratoire. Et donc c'est pas fini. Si on essaie de regarder maintenant ce qui se passe avec ce travail qu'on a fait avec Perrine et qu'on est en train de continuer avec Jacques et avec Jean-Pierre Baudouin, on essaie, et si on rajoute une autre manière de regarder, ou deux autres manières de regarder, c'est-à-dire regarder l'analyse des protéines et regarder l'analyse morphologique. Qu'est-ce qu'on va voir? Ben déjà, le premier travail qu'on a vu, qu'on a fait avec la morphologie, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie, au moins 15% des bactéries qui n'étaient ni gram-positifs ni gram-négatifs, donc on ne savait pas ce que c'était. Et si on compare maintenant la microscopie électronique avec la métagénomique et avec la culturomique, on trouve trois trucs différents. Je peux vous dire, si on met la protéomique, on trouve un quatrième truc différent. Donc
il y a une intersection des choses. Et puis l'autre chose qu'on est en train de voir à cause de ces halophiles, c'est qu'effectivement, si on regarde avec Jacques, si on regarde et qu'on essaie de regarder dans une selle que l'on est en train d'analyser ce qui est vivant et ce qui est mort, on se rend compte qu'au départ, il y a déjà au moins entre 30 et 50% qui sont morts dès l'émission, voilà, très vite. Et puis si vous attendez 24 heures, il y a 90% qui sont morts. Et puis si vous attendez 3 jours, il y en a 95% qui sont morts. Donc les études que l'on fait là-dessus sont extrêmement temps-dépendantes. Et le fait d'avoir du CSS d'une bactérie, ça ne veut pas dire que c'est un commensal du tube digestif. Donc la culture au mix, pour nous, c'est devenu quelque chose qui est indispensable. À la fois, il faut avoir les microbes. Alors ça, on a montré, nous, c'est très fonctionnel. Hein. Vous n'avez pas les microbes, vous ne pouvez pas les utiliser pour pouvoir chercher de nouveaux antibiotiques, pour pouvoir faire des modèles expérimentaux. Et donc, on a créé cette énorme collection de microbes pour pouvoir la mettre à disposition des gens qui, dans le futur, travailleront sur les microbes. Merci pour votre attention.